Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, et pendant les 25 premières années de ma vie, j'ai sincèrement cru que l'amour signifiait sacrifice. Je pensais qu'être la fille responsable voulait dire me tuer à la tâche pendant que je regardais mes parents financer le mode de vie confortable de mon frère. Je pensais que la loyauté familiale signifiait accepter que je passerais toujours en second, que mes besoins seraient toujours considérés comme optionnels, que mes difficultés n'étaient que des exercices de construction du caractère, tandis que les siennes étaient des urgences nécessitant une intervention financière immédiate. Mais ce qui s'est passé quand j'ai finalement découvert la vérité sur où allait vraiment l'argent de ma famille et ce qu'ils avaient dit à mon frère sur moi pendant toutes ces années n'a pas seulement brisé mon cœur. Cela a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la famille et ma propre valeur. Et si vous vous êtes déjà senti comme le cheval de trait de la famille, celui qui donne tout et ne reçoit rien en retour, cette histoire pourrait vous aider à voir que vous n'êtes pas seul et surtout que vous méritez tellement mieux. J'étais l'aînée de 3 ans, née de parents qui dirigeaient un petit cabinet comptable prospère dans notre ville de taille moyenne de l'Ohio. Mon père s'occupait des comptes d'entreprise, tandis que ma mère se spécialisait dans la préparation des déclarations fiscales personnelles, et ensemble, ils ont construit quelque chose de solide au cours de 20 ans de mariage. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Maison de banlieue de classe moyenne, vacances en famille chaque été, le genre de stabilité que la plupart des enfants tiennent pour acquis. Mon frère Jake a toujours été le charmeur. Même tout petit, il avait cette façon de pencher la tête et de sourire qui faisait fondre les adultes. Il était drôle, extraverti, naturellement athlétique, le genre d'enfant qui se faisait des amis instantanément et ne semblait jamais s'inquiéter de quoi que ce soit. J'étais plus sérieuse, plus studieuse, plus responsable. Quand Jake oubliait ses devoirs, je le lui rappelais. Quand il perdait sa veste, je l'aidais à la chercher. Quand il avait des ennuis à l'école, je lui donnais des conseils sur quoi dire à nos parents pour minimiser les conséquences. En repensant, je peux voir comment le schéma a commencé si tôt qu'il semblait naturel. Jake était le bébé, le garçon, celui qui avait besoin de protection. J'étais la fiable, l'assistante, celle qui pouvait gérer les choses toute seule. Nos parents n'ont jamais dit explicitement que ses besoins comptaient plus que les miens, mais leurs actions ont créé une hiérarchie claire. Quand Jake voulait jouer au baseball, ils l'ont immédiatement inscrit et acheté tout l'équipement. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour les cours de danse, ils ont suggéré que j'économise mon argent de poche parce que la danse coûtait cher et que je ne tiendrais peut-être pas le coup. Quand Jake a eu des difficultés en maths au collège, ils ont immédiatement engagé un tuteur. Quand j'ai eu des difficultés en chimie au lycée, ils m'ont dit de demander de l'aide supplémentaire à mon professeur pendant les pauses déjeuner. Quand Jake a voulu une voiture pour ses 16 ans, ils ont cosigné un prêt et l'ont aidé à faire les paiements. Quand j'ai eu 16 ans, ils m'ont dit qu'avoir un travail m'apprendrait la responsabilité et m'aiderait à économiser pour ma propre voiture. Le message était subtil mais constant. Le succès de Jake était un investissement familial. Le mien était une responsabilité personnelle. J'ai commencé à travailler à 15 ans, d'abord juste les week-ends dans un café local pour économiser l'argent pour la voiture que je voulais désespérément. Le travail était en fait un soulagement à certains égards. Au travail, j'étais appréciée. Mon manager louait ma fiabilité, mes compétences en service client, ma capacité à gérer les périodes d'affluence sans m'affoler. Les clients se souvenaient de mon nom et me demandaient spécifiquement. Pour la première fois, je recevais de la reconnaissance pour mes efforts plutôt qu'ils soient traités comme simplement attendus. En première, je travaillais 25 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 4,0. J'avais économisé assez pour une Honda Civic d'occasion fiable, que j'ai achetée entièrement avec mon propre argent. J'étais fière de cette voiture, fière de l'avoir gagnée moi-même. Quand j'ai conduit à l'école ce premier jour, une petite partie de moi s'attendait à ce que mes parents reconnaissent ce que j'avais accompli. Au lieu de cela, mon père a fait un commentaire sur le fait que j'aurais dû économiser plus et acheter quelque chose de plus récent, et ma mère s'inquiétait que travailler autant nuise à mes notes. Pendant ce temps, Jake naviguait au lycée avec des C et des D, séchait régulièrement les cours et ne montrait aucun intérêt pour un travail à temps partiel. Quand mes parents exprimaient des inquiétudes sur ses notes, c'était avec une douce préoccupation plutôt que des conséquences. Quand ils parlaient de mon emploi du temps intensif, c'était avec des critiques subtiles sur mes priorités. J'ai été diplômée majeure de promotion et j'ai reçu une bourse partielle pour l'université d'État à 40 minutes de chez moi. La bourse couvrait environ 60% des frais de scolarité, ce qui signifiait que je devrais continuer à travailler pour payer le reste plus le logement, la pension et les dépenses.
J'ai été acceptée dans le programme de commerce avec des plans pour éventuellement aider mes parents à développer leur cabinet comptable. J'avais des visions d'ajouter des services marketing, peut-être de la planification financière, faire grandir ce qu'ils avaient construit en quelque chose de plus grand et plus prospère. Jake a été diplômé avec une moyenne de 2,1 et aucun plan clair pour son avenir. Il parlait vaguement d'aller au collège communautaire, peut-être étudier quelque chose de pratique comme la réparation automobile ou la gestion de construction. Mes parents l'ont encouragé à prendre une année sabbatique pour comprendre ce qu'il voulait vraiment faire. Ils ont dit qu'il était trop jeune pour prendre des décisions si importantes, qu'il avait besoin de temps pour mûrir et découvrir ses passions. Je me souviens d'avoir ressenti une pointe de ressentiment quand ils ont dit ça. Je travaillais et planifiais mon avenir depuis mes 15 ans, mais apparemment Jake avait besoin d'une attention particulière et de temps pour explorer ses options. Malgré tout, j'ai refoulé ces sentiments et je me suis concentrée sur mes propres objectifs. J'étais excitée à l'idée d'aller à l'université, de me retrouver enfin dans un environnement où le travail acharné et l'intelligence étaient valorisés plus que le charme et les relations sociales. L'université a bien commencé. J'excellais dans mes études, j'ai noué des amitiés solides avec d'autres étudiants sérieux et j'ai rapidement trouvé des postes d'étudiants travailleurs qui m'aidaient à couvrir mes dépenses. Je travaillais à la bibliothèque du campus 15 heures par semaine et je prenais des équipes de week-end dans un restaurant près du campus. Entre le travail et les études, mon emploi du temps était exigeant, mais je me sentais utile et productive. Puis Jake a décidé qu'il voulait quitter la maison de nos parents. Il vivait chez eux depuis 8 mois après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires, travaillant de façon sporadique dans un magasin de bricolage local et passant la plupart de son temps libre à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec ses amis. Soudain, il a annoncé qu'il se sentait prêt à vivre l'indépendance et qu'il voulait louer un appartement avec son meilleur ami Marcus. Il avait trouvé un joli 2 pièces à environ 10 minutes de chez nos parents, rien de fantaisiste mais propre et spacieux, pour 800 $ par mois à partager entre eux deux. Le problème, c'est que Jake avait peut-être 300 $ d'économie et aucun revenu stable. Il avait été viré de son travail au magasin de bricolage pour être arrivé en retard trop souvent, et ses efforts de recherche d'emploi étaient au mieux minimes. Marcus était dans une situation similaire, récemment viré d'un travail dans un restaurant et vivant de petits boulots sporadiques. La plupart des parents auraient vu cela comme une opportunité d'enseigner la responsabilité. Ils auraient peut-être dit à Jake que s'il voulait l'indépendance, il devait d'abord prouver qu'il pouvait subvenir à ses besoins. Ils auraient peut-être exigé qu'il trouve un emploi stable et qu'il économise pour une caution et le premier mois de loyer avant de faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, mes parents ont proposé de payer sa moitié du loyer. Ils ont expliqué que c'était une mesure temporaire, juste jusqu'à ce qu'il trouve un travail stable et qu'il s'installe. Ils ont dit que vivre de façon indépendante lui donnerait la motivation dont il avait besoin pour prendre sa vie au sérieux. Ils se sont convaincus et ont essayé de me convaincre que c'était un investissement dans sa maturité et son succès futur. Jake a emménagé dans son appartement en grande pompe. Mes parents lui ont acheté des meubles, des ustensiles de cuisine, des courses pour son premier mois. Ils ont ouvert les comptes d'électricité et d'eau à leur nom et l'ont ajouté à leur forfait téléphonique. Ils lui ont même acheté un nouvel ordinateur portable, expliquant qu'il en aurait besoin pour postuler à des emplois et suivre des cours en ligne. Pendant ce temps, je travaillais 35 heures par semaine tout en suivant un programme d'études complet, je mangeais des nouilles instantanées au dîner presque tous les soirs et j'étais constamment stressée à l'idée de joindre les deux bouts. Quand j'ai mentionné que mon salaire d'emploi étudiant couvrait à peine mes manuels scolaires et que je m'inquiétais de pouvoir me payer des vêtements d'hiver, ma mère m'a suggéré de demander une aide financière supplémentaire ou d'envisager de contracter des prêts étudiants. Le contraste était impossible à ignorer, mais quand j'ai essayé d'en discuter, j'ai été accueillie par des explications sur à quel point nos situations étaient différentes. J'étais en train de faire des études, de construire mon avenir, de développer mon indépendance et mon éthique de travail. Jake avait besoin de soutien pour trouver ses marques en tant que jeune adulte. Il l'aidait parce qu'il était en difficulté, alors que j'étais visiblement capable de me débrouiller toute seule. La première année de cet arrangement était exaspérante mais gérable. Je me suis plongée dans mes études et mon travail, terminant ma première année avec une moyenne de 3,95 et une promotion au poste d'assistante étudiante en chef à la bibliothèque. J'ai essayé de me concentrer sur mes propres objectifs plutôt que de ressasser l'injustice que Jake reçoive 400 $ par mois d'aide au loyer pendant que je survivais avec des barres énergétiques et de la détermination.
Puis Jake a perdu un autre emploi et mes parents ont augmenté leur soutien. Il avait réussi à se faire embaucher comme serveur dans une chaîne de restaurants, mais au bout de 6 semaines, il a été licencié pour absentéisme et problème d'attitude. Au lieu d'exiger qu'il intensifie sa recherche d'emploi ou envisage de retourner à la maison pour réduire les dépenses, mes parents ont commencé à couvrir entièrement sa moitié du loyer, plus une allocation mensuelle pour la nourriture et les services publics. Il lui envoyait maintenant près de 700 $ par mois pendant qu'il jouait aux jeux vidéo et faisait des tentatives sans conviction pour trouver du travail. Quand je suis rentrée à la maison pour les vacances de Noël de ma 2e année, épuisée d'avoir travaillé des doubles équipes au restaurant du campus pour pouvoir offrir des cadeaux à tout le monde, j'ai trouvé Jake affalé dans son appartement en train de jouer au dernier jeu vidéo sorti sur une console que mes parents lui avaient acheté en cadeau de Noël anticipé. Il m'a fait visiter son appartement comme s'il était fier de ce qu'il avait accompli, me montrant les décorations et les meubles que je savais que mes parents avaient achetés. L'appartement était confortable, bien meublé, entièrement approvisionné avec des produits de marque. C'était plus beau que n'importe où j'avais jamais vécu et il ne contribuait en rien à rendre cela possible. Quand je demandais comment se passait la recherche d'emploi, il haussait les épaules et disait qu'il était sélectif concernant les opportunités parce qu'il ne voulait pas se retrouver coincé dans un autre environnement de travail toxique. J'ai passé ces vacances de Noël à travailler dans mon ancien café pour gagner de l'argent supplémentaire pour les manuels du semestre de printemps. Chaque matin, je passais devant l'appartement de Jake en allant au travail et je ressentais l'injustice de la situation comme un poids physique dans ma poitrine. Mais chaque fois que j'essayais de soulever le problème avec mes parents, ils esquivaient avec des commentaires sur leur fierté de mon éthique de travail et de ma réussite académique, comme si mes accomplissements justifiaient leur négligence. En 3e année, je travaillais 40 heures par semaine, tout en maintenant ma charge de cours. J'avais des cernes sous les yeux, je vivais de café et de bar granola, et je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis plus d'1 an. J'étais constamment fatiguée, constamment stressée à propos d'argent, constamment amère face à une situation que tout le monde semblait accepter comme parfaitement normale. Jake, pendant ce temps, s'était installé dans une routine confortable de chômage subventionnée par nos parents. Il dormait jusqu'à midi, passait ses après-midi à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec ses amis et avait développé des goûts coûteux en nourriture et divertissement que mes parents encourageaient sans question. Quand je visitais son appartement, je trouvais des produits bio, de la bière artisanale, des abonnements aux services de streaming et de l'équipement de jeu qui coûtait plus que ce que je dépensais en nourriture en 6 mois. Le point de rupture est arrivé pendant ma dernière année quand j'ai eu besoin d'argent pour une opportunité de stage professionnel. On m'avait offert un poste incroyable dans un cabinet comptable régional spécialisé dans le conseil aux petites entreprises. Le stage n'était pas rémunéré, mais offrait d'incroyables opportunités d'apprentissage et pratiquement garantissait un placement professionnel après la graduation. Le problème était que cela nécessiterait de réduire considérablement mes heures de travail, ce qui signifiait que je ne pourrais pas me permettre mes dépenses de base. J'avais besoin d'environ 800 $ par mois pendant 4 mois pour couvrir le loyer et la nourriture pendant le stage. Cela me positionnerait parfaitement pour mes objectifs de carrière et mènerait potentiellement à une offre d'emploi qui me permettrait de commencer à rembourser mes prêts étudiants immédiatement après la graduation. Quand j'ai approché mes parents pour un prêt temporaire, quelque chose que je n'avais jamais demandé auparavant malgré 4 années de difficultés financières, ils ont hésité. Ils m'ont expliqué que l'argent était serré, qu'ils soutenaient déjà Jake et ne pouvaient pas prendre d'autres obligations financières. Ils m'ont suggéré de refuser le stage et de chercher du travail rémunéré à la place ou d'envisager de contracter des prêts étudiants supplémentaires pour couvrir le manque. J'étais assise dans leur salon, les écoutant m'expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas débourser 800 $ par mois pendant 4 mois pour aider leur fille qui avait travaillé sans relâche pendant 4 ans, alors qu'ils envoyaient à Jake presque cette somme chaque mois depuis 3 ans, sans date de fin en vue. Le calcul était simple et brutal. Ils avaient donné à mon frère au chômage plus de 25 000 $ tout en disant à leur fille majeure de promotion que 800 $, c'était trop demandé. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Jake sans prévenir et je suis entrée avec la clé de secours que je savais qu'il gardait sous une fausse pierre près de sa porte. J'avais besoin de voir exactement comment l'argent de mes parents était dépensé, de comprendre ce qui était si important que cela justifiait de me laisser me débrouiller seule. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé.
L'appartement était rempli d'électronique coûteuse, de vêtements de marque avec encore leurs étiquettes, d'appareils de cuisine haut de gamme qui n'avaient jamais été utilisés. Son réfrigérateur était garni d'aliments de première qualité, sa salle de bain remplie de produits de soins coûteux. Sa penderie contenait plus de vêtements neufs que je n'en avais possédé pendant toute ma carrière universitaire. Mais c'était la paperasse que j'ai trouvée sur son bureau qui a vraiment brisé ma compréhension de la situation. Il y avait des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers de mes parents totalisant plus de 1 000 $ par mois, bien plus que l'aide au loyer qu'ils m'avaient décrite. Il y avait des relevés de cartes de crédit au nom de mes parents utilisés pour financer le style de vie de Jake, avec des charges pour restaurants, divertissements, vêtements et électronique. Il y avait des emails entre Jake et mes parents discutant de son budget mensuel, avec ma mère suggérant qu'il devrait s'offrir de plus belles choses parce qu'il avait travaillé si dur sur son développement personnel. Il y avait aussi de la correspondance à mon sujet qui révélait la véritable profondeur de leur tromperie. En réponse à la plainte de Jake, comme quoi j'étais tendue lors de ma dernière visite à la maison, ma mère avait écrit que je traversais une phase où je pensais qu'être occupée me rendait importante et que mon obsession du travail était probablement une compensation pour ne pas être aussi naturellement intelligente ou charismatique que lui. Mon père avait répondu qu'ils espéraient que l'université m'enseignerait un peu d'humilité et m'aiderait à comprendre que le succès ne se résumait pas aux notes et au CV. Il s'était convaincu que mes difficultés forgèrent mon caractère, tandis que son confort était un soutien nécessaire. Il voyait mon éthique de travail comme un défaut de personnalité plutôt qu'une vertu, mon indépendance comme de l'arrogance plutôt que de la maturité. Dans leur esprit, j'avais la chance d'avoir l'opportunité de développer ma résilience, tandis que Jake avait besoin d'être protégé des difficultés de la vie. J'ai passé cette nuit-là assise dans ma chambre d'étudiant minuscule et exiguë, à fixer les photocopies que j'avais faites des documents les plus accablants, essayant de digérer la réalité de la trahison de ma famille. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que l'injustice financière soit stupéfiante. C'était la dévalorisation systématique de tout ce pour quoi j'avais travaillé, le rejet désinvolte de ma valeur, la certitude confortable que je continuerais à me sacrifier sans jamais rien demander en retour. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet comptable et accepté le stage, leur disant que je trouverais un moyen de faire fonctionner les finances. Puis j'ai fait une demande de prêts étudiants supplémentaires, pris un travail de service traiteur le week-end et vendu ma voiture pour générer l'argent dont j'avais besoin. Si ma famille n'investissait pas dans mon avenir, je le ferais moi-même, peu importe le coût. Le stage était tout ce que j'avais espéré et plus encore. J'ai travaillé directement avec les associés seniors sur des dossiers clients complexes, appris des techniques d'analyse financière avancées et découvert que j'avais un talent naturel pour identifier les inefficacités et les opportunités de croissance dans les petites entreprises. Mon superviseur m'a dit que j'avais les meilleurs instincts analytiques de tous les stagiaires qu'ils avaient formés et à la fin du programme, j'avais reçu une offre d'emploi avec un salaire de départ de 58 000 $ plus les avantages. Pour la première fois de ma vie, je me sentais véritablement valorisée pour mes capacités plutôt que tolérée malgré elles. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec une moyenne de 3,94 et plusieurs offres d'emploi. À ma fête de remise de diplôme, mes parents ont fait des discours sur la fierté qu'ils ressentaient pour mes accomplissements et sur l'inspiration que leur donnait mon éthique de travail. Jake m'a donné une carte disant qu'il avait toujours admiré ma détermination et espérait développer une motivation similaire un jour. Écouter ces discours, sachant ce que je savais sur leurs conversations privées et leurs priorités financières, c'était comme regarder une représentation conçue pour un public qui ne m'incluait pas. Ils étaient fiers de mon succès maintenant que cela rejaillissait bien sur eux, mais ils avaient tout fait pour rendre ce succès plus difficile à atteindre. J'ai commencé mon nouveau travail avec enthousiasme et me suis rapidement révélée être un membre précieux de l'équipe. En 6 mois, je gérais des clients de manière autonome et je générais des revenus qui dépassaient mon salaire. En 1 an, j'ai été promue associée senior avec une augmentation de salaire à 68 000 $. Mes remboursements d'emprunts étudiants étaient gérables. J'avais emménagé dans un bel appartement et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas constamment inquiet pour l'argent. Jake, pendant ce temps, vivait toujours dans le même appartement avec le même niveau de soutien parental. Il avait suivi quelques cours dans un collège communautaire mais avait abandonné quand ils sont devenus difficiles. Il avait occupé une série d'emplois à temps partiel, mais avait quitté chacun d'eux quand les managers attendaient une présence ou des efforts constants. Mes parents continuaient à décrire cela comme un processus de découverte de soi et d'exploration de ses options.
3 ans après la remise des diplômes, j'avais été promue à nouveau et je gagnais 75 000 $ par an tout en constituant un compte d'épargne substantiel. Je m'étais établie comme un expert en restructuration financière de petites entreprises et j'étais recrutée par des firmes plus importantes avec des opportunités encore meilleures. Ma réputation professionnelle était solide, ma vie personnelle était épanouissante et je me sentais confiant quant à mon avenir pour la première fois. C'est à ce moment-là que mon père a eu sa crise cardiaque. Il a survécu, mais la récupération a été lente et compliquée par des complications diabétiques qui avaient été ignorées trop longtemps. Ma mère, qui n'avait jamais géré les aspects techniques de leur entreprise, était débordée en essayant de gérer les comptes clients tout en prenant soin de mon père et en faisant face aux factures médicales qui s'accumulaient. En quelques semaines, il est devenu clair que l'entreprise familiale était en sérieux problème. Les clients partaient parce que les échéances fiscales étaient manquées et les rapports financiers contenaient des erreurs. Ma mère travaillait 18 heures par jour et prenait encore du retard, tandis que mon père était trop faible pour fournir beaucoup d'aide. J'ai pris un congé de mon travail et j'ai passé 3 semaines chez mes parents, travaillant jour et nuit pour sauver ce que je pouvais de leur base de clients. J'ai rattrapé les déclarations fiscales en retard, corrigé les erreurs dans les états financiers, contacté les clients qui envisagèrent de partir et mis en place de nouveaux systèmes organisationnels pour prévenir les problèmes futurs. L'expérience m'a rappelé pourquoi j'avais initialement voulu rejoindre l'entreprise familiale et elle m'a aussi montré combien j'avais appris durant mes années ailleurs. Je pouvais voir des inefficacités et des opportunités de croissance que mes parents n'avaient jamais reconnues, des façons de moderniser leur système et d'élargir leurs services qui pourraient rendre l'entreprise plus profitable qu'elle ne l'avait jamais été. Pendant cette crise, la contribution de Jake était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a rendu visite à notre père à l'hôpital quelques fois et a aidé à déplacer des meubles quand ma mère a voulu réaménager le bureau. À part ça, il a continué sa routine habituelle, se lever tard, jouer aux jeux vidéo et dépenser l'argent de mes parents. Quand j'ai suggéré qu'il pourrait aider en prenant en charge quelques tâches administratives de base, il a dit qu'il ne voulait pas s'ingérer dans des systèmes qu'il ne comprenait pas. Après mon retour au travail, l'entreprise de mes parents a continué à péricliter. Ils perdaient des clients plus vite qu'ils ne pouvaient les remplacer, faisaient des erreurs de base qui nuisaient à leur réputation et épuisaient leurs économies pour couvrir les frais d'exploitation et les factures médicales. La situation devenait désespérée, mais ils refusaient d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle. C'est à ce moment-là que je leur ai fait une offre qui aurait dû être un soulagement. J'ai proposé de prendre un congé prolongé pour aider à restructurer leur entreprise, moderniser leur système et reconstruire leur clientèle. J'avais des contacts avec des propriétaires de petites entreprises qui avaient besoin de services comptables, de l'expérience avec exactement les problèmes auxquels ils faisaient face et l'énergie et l'expertise qui leur manquaient. J'estimais pouvoir stabiliser leurs revenus et réduire leur charge de travail en 6 mois, les positionnant potentiellement pour une croissance qui sécuriserait leur retraite. Tout ce que je demandais en retour était le même niveau de soutien financier qu'ils avaient fourni à Jake pendant plus de 4 ans. J'aurais besoin d'environ 1 200 $ par mois pour couvrir mes frais de subsistance tout en travaillant pour eux à salaire réduit, argent qui serait un prêt plutôt qu'un cadeau, à rembourser une fois que l'entreprise serait à nouveau rentable. Leur réponse m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ils percevaient ma valeur comparée à celle de mon frère. Ils ont dit qu'ils appréciaient l'offre mais ne pouvaient pas se permettre de me soutenir financièrement tout en maintenant la situation actuelle de Jake. Ils ont expliqué que Jake commençait enfin à faire des progrès dans son développement personnel et que perturber sa stabilité maintenant pourrait annuler des années de croissance. Ils ont suggéré que je devrais considérer les aider comme un investissement dans mon héritage éventuel plutôt que d'attendre une compensation immédiate. En d'autres termes, ils préféraient voir leur entreprise échouer plutôt que de réduire temporairement l'argent qu'ils donnaient à mon frère au chômage pour soutenir leur fille accomplie qui offrait de sauver tout ce pourquoi ils avaient travaillé. Je suis restée assise dans leur salon, écoutant cette explication, et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Ce n'était plus une question d'argent ou d'équité. C'était une famille qui avait décidé, consciemment ou inconsciemment, que le confort d'un enfant comptait plus que l'existence de l'autre. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à leurs réponses, puis je suis rentrée chez moi et j'ai passé le week-end à revoir tout ce que je savais de leur situation. J'ai examiné les états financiers de leur entreprise, estimé leurs dépenses personnelles, calculé le total qu'ils avaient donné à Jake au fil des ans et comparé cela à ce qu'ils prétendaient ne pas pouvoir se permettre de m'offrir.
Les chiffres racontaient une histoire claire. Ils avaient donné à Jake plus de 40 000 $ en soutien direct sur 4 ans, plus de l'argent supplémentaire pour les meubles, l'électronique, les vêtements et les divertissements. Il dépensait actuellement plus de 1 500 $ par mois pour son style de vie. Pendant ce temps, il prétendait ne pas pouvoir se permettre de me prêter 1 200 $ par mois pendant 6 mois pour sauver leur entreprise. Mais ce qui me faisait plus mal que l'hypocrisie financière, c'était la réalisation qu'il voyait mes sacrifices comme illimités et inconditionnels, tout en considérant le confort de Jake comme une responsabilité sacrée. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de participer à ma propre dévalorisation. Au lieu de prendre un congé pour les aider, j'ai accepté une offre d'emploi d'un cabinet prestigieux dans une ville à 3 heures de route. Le poste venait avec une augmentation de salaire substantielle, d'excellents avantages sociaux et des opportunités d'avancement qui n'existaient pas dans ma petite ville natale. Cela signifiait aussi que je ne serais plus disponible comme main-d'œuvre gratuite chaque fois que ma famille avait besoin d'aide, mais ne pouvait pas se permettre de la payer. Mes parents ont été choqués quand j'ai annoncé ma décision. Ils avaient supposé que je finirais par sacrifier ma carrière pour sauver la leur, tout comme j'avais toujours sacrifié mes besoins pour la commodité de la famille. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je les abandonnais dans leurs moments de crise, pourquoi je privilégiais l'argent plutôt que la loyauté familiale. Quand j'ai expliqué que j'avais offert d'aider en échange du même soutien qu'ils fournissaient à Jake et que leur refus m'avait montré où je me situais dans leurs priorités, ils sont devenus défensifs et en colère. Ils m'ont accusé d'être égoïste et ingrat, de leur reprocher des décisions financières passées, alors qu'ils avaient toujours fait de leur mieux pour être équitables. La conversation qui a suivi était la discussion la plus honnête que nous ayons jamais eue sur la dynamique de notre famille, et elle était dévastatrice. Ma mère m'a dit qu'ils avaient soutenu Jake parce qu'il avait besoin d'aide, alors que j'avais toujours été capable de prendre soin de moi-même. Elle a dit qu'ils étaient fiers de mon indépendance et n'avaient pas réalisé que je voulais qu'ils me traitent comme un enfant incapable de gérer les responsabilités d'adulte. Elle a suggéré que mon ressentiment était injuste parce que j'avais reçu le cadeau de l'éducation et des opportunités de carrière alors que Jake avait lutté pour trouver sa place dans le monde. Mon père a dit qu'ils avaient donné de l'argent à Jake parce qu'ils s'inquiétaient pour lui, alors qu'ils ne s'étaient jamais inquiétés pour moi parce que j'allais manifestement réussir quoi qu'il arrive. Il a dit que les parents donnent naturellement plus d'attention à l'enfant qui a besoin de plus d'aide et qu'attendre un traitement égal indépendamment des circonstances était irréaliste et immature. Aucun d'eux ne pouvait voir que leur inquiétude concernant les difficultés de Jake était compensée par une indifférence totale envers les miennes. Ils n'avaient jamais considéré que travailler 40 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 4,0 pouvait indiquer que je luttais aussi, ou que leur soutien financier m'aurait permis de me concentrer davantage sur les études et moins sur la survie. Ils avaient interprété ma compétence comme une preuve que je n'avais pas besoin d'aide, plutôt que comme une reconnaissance que je méritais du soutien. Le plus douloureusement, ils s'étaient convaincus que forger le caractère par l'adversité était un cadeau qu'ils m'offraient, tandis que le confort et le soutien étaient des nécessités qu'ils fournissaient à Jake. Dans leur esprit, mes difficultés étaient la preuve de ma force, tandis que ces difficultés étaient la preuve de son besoin d'être secouru. J'ai déménagé dans la nouvelle ville le mois suivant et me suis jetée dans la construction d'une vie qui ne tournait pas autour du dysfonctionnement de ma famille. Mon nouveau travail était stimulant et gratifiant, mes collègues respectèrent mon expertise et pour la première fois de ma vie, j'ai pu économiser beaucoup d'argent tout en profitant d'expériences que je n'avais jamais pu me permettre. En 6 mois, je m'étais établi comme un membre précieux de l'équipe et j'étais considéré pour un programme de promotion accéléré. En 1 an, je gérais des comptes clients majeurs et gagnais plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais fait avec leur entreprise. J'ai acheté une maison, voyagé à l'international et construit une vie sociale avec des gens qui valorisaient ma compagnie plutôt que mon utilité. Pendant ce temps, l'entreprise de mes parents continuait à décliner. Ils ont perdu plusieurs clients majeurs, fait des erreurs coûteuses qui ont entraîné des pénalités et des poursuites et ont finalement dû vendre leur immeuble de bureau pour couvrir les dettes. Les problèmes de santé de mon père se sont aggravés à cause du stress et l'épuisement de ma mère commençait à sérieusement affecter son propre bien-être. La situation de Jake était restée exactement la même. Il vivait toujours dans le même appartement, recevait toujours le même soutien financier, ne faisait toujours aucun progrès significatif vers l'indépendance ou l'emploi. La seule différence était que mes parents ne pouvaient plus se permettre de maintenir son train de vie sans compromettre sérieusement leur propre sécurité financière.
2 ans après mon départ, ma mère m'a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Elle m'a dit qu'ils avaient été sélectionnés pour recevoir une subvention de relance pour petites entreprises de l'État, de l'argent spécifiquement conçu pour aider les entreprises familiales à moderniser leurs opérations et à se reconstruire après des difficultés économiques. La subvention était substantielle, suffisante pour mettre à jour leur technologie, mettre en place de nouveaux systèmes et potentiellement attirer de nouveaux clients. Cependant, il y avait une exigence qui les paniquait. Ils devaient démontrer une compétence opérationnelle actuelle et soumettre un plan de relance d'entreprise détaillé, préparé par quelqu'un avec les qualifications et l'expérience pertinentes. Ils avaient jusqu'à la fin du mois pour compléter une demande qui déterminerait essentiellement s'ils pourraient sauver leur entreprise ou seraient forcés à la faillite. Ma mère m'a demandé si je les aiderais à préparer la demande. L'ironie était impossible à ignorer. Ils avaient besoin exactement de l'expertise que j'avais offert de fournir 2 ans plus tôt, quand ils ne pouvaient pas se permettre de me soutenir à une fraction de ce qu'ils dépensaient pour Jake. Maintenant, ils faisaient face à une échéance qui pouvait sauver ou détruire tout ce pour quoi ils avaient travaillé, et ils me demandaient de donner bénévolement mon temps et mes compétences pour les aider à accéder à l'argent qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient accepté ma proposition originale. J'ai dit à ma mère que je considérerais de les aider, mais d'abord je voulais comprendre clairement leur situation actuelle. J'ai demandé des états financiers complets, des listes de clients et des détails opérationnels. J'ai aussi demandé une explication claire de ce qu'ils étaient prêts à offrir en échange de mon aide, étant donné que préparer une demande de subvention réussie nécessiterait environ 40 heures de travail détaillé. Ce qu'ils m'ont envoyé était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Leur entreprise était essentiellement insolvable. Ils avaient emprunté de l'argent pour couvrir les dépenses opérationnelles pendant plus d'1 an, leur base de clients avait rétréci à moins de la moitié de ce qu'elle avait été avant la crise cardiaque de mon père, et ils faisaient face à plusieurs échéances qu'ils ne pouvaient pas respecter sans aide. Ils avaient 3 mois de retard sur le loyer de leur bureau et considéraient fermer l'entreprise entièrement s'ils ne recevaient pas la subvention. Mais les états financiers ont aussi révélé quelque chose qui m'a rendu physiquement malade. Ils envoyaient encore à Jake plus de 1 000 $ par mois. Même alors que leur entreprise périclitait, que leurs factures médicales s'accumulaient et que leurs économies de retraite s'épuisaient, ils continuaient à faire passer le confort de mon frère avant leur propre survie financière. Ils avaient réduit leurs dépenses personnelles à presque rien, mangeaient des produits de marque distributeur et évitaient les soins médicaux qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais le loyer et l'argent de poche de Jake restaient intacts. Quand j'ai appelé pour demander des explications, ma mère m'a expliqué qu'il ne pouvait pas abandonner Jake alors qu'il essayait encore de trouver ses repères. Elle a dit que couper son soutien serait cruel et irresponsable, qu'il commençait enfin à faire des progrès et avait besoin de stabilité pour continuer à grandir. Elle a reconnu que l'argent se faisait rare, mais a insisté sur le fait que leur responsabilité de parents ne s'arrêtait pas juste parce qu'ils traversaient des difficultés financières. Je lui ai demandé directement si elle comprenait qu'ils choisissaient de soutenir leur fils adulte au chômage plutôt que de sauver l'entreprise qui représentait 30 ans de leur travail et leur seul espoir de sécurité pour la retraite. J'ai demandé si elle se rendait compte qu'il me demandait de donner mon expertise pour les aider à accéder à des subventions tout en refusant de réduire le soutien au mode de vie de jeux vidéo de Jake. Sa réponse était que les membres de la famille devraient s'entraider sans tenir les comptes, que l'amour signifie faire des sacrifices pour les gens qui comptent le plus, et qu'elle espérait que je choisirais d'être généreuse plutôt que mesquine quand ils avaient le plus besoin d'aide. La conversation s'est terminée quand je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à leurs demandes. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon bureau confortable à la maison, regardant les documents financiers qui racontaient l'histoire des valeurs de ma famille plus clairement qu'aucune conversation n'aurait jamais pu le faire. J'ai pensé à cette fille de 22 ans qui s'était épuisée au travail pendant que son frère vivait confortablement grâce à l'argent familial. J'ai pensé aux opportunités que j'avais ratées, au stress que j'avais enduré, aux années passées à croire que mes besoins étaient optionnels alors que les siens étaient essentiels. J'ai pensé au plan d'affaires que je pourrais rédiger qui leur assurerait presque certainement l'argent de la subvention dont ils avaient besoin. J'avais l'expertise, l'expérience et les compétences rédactionnelles pour présenter leur cas de la manière la plus convaincante possible. Je pourrais probablement sauver leur entreprise et leur retraite, les aider à reconstruire quelque chose de durable et de rentable. Mais j'ai aussi réfléchi à ce qui se passerait après que je les ai aidés.
Jake continuerait à recevoir son soutien mensuel. Il continuerait à prioriser son confort par-dessus tout et je continuerais à n'être valorisée que pour ce que je pouvais apporter plutôt que pour qui j'étais. Les dynamiques fondamentales qui avaient façonné mon enfance et ma jeunesse resteraient inchangées, renforcées par ma volonté de les sauver sans leur demander d'examiner leurs choix. J'ai pris une décision qui privilégiait mon propre bien-être pour la première fois de ma vie. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit que je n'aiderais pas pour la demande de subvention. J'ai expliqué que je n'étais pas disposée à donner bénévolement mon temps et mon expertise pour les aider à obtenir de l'argent pendant qu'ils continuaient à financer le mode de vie de Jake au lieu d'investir dans leur propre avenir. J'ai dit que s'ils voulaient mon aide, ils devaient démontrer qu'ils la valorisaient en faisant le même genre de sacrifice qu'ils attendaient de moi. Plus précisément, je leur ai dit que s'ils réduisaient le soutien de Jake à 0 et s'engageaient à maintenir cette limite pendant au moins 6 mois, je les aiderais avec la demande de subvention et fournirais du conseil continu pour aider à reconstruire leur entreprise. J'ai expliqué que ce n'était pas pour punir Jake, mais pour qu'ils montrent qu'ils étaient sérieux concernant leur redressement financier et capables de prendre des décisions difficiles. La réaction de ma mère a été immédiate et colère. Elle m'a accusée d'être vindicative et manipulatrice, d'utiliser leur crise pour régler de vieux comptes plutôt que d'agir comme une fille aimante. Elle a dit qu'elle était déçue que je sois devenue le genre de personne qui abandonnerait les membres de sa famille dans leurs moments de plus grand besoin, que mon succès m'avait rendue froide et égoïste. Mon père a appelé plus tard dans la journée avec un message plus mesuré mais tout aussi blessant. Il a dit qu'il comprenait que je ressentais qu'ils avaient été injustes dans le passé, mais que ce n'était pas le moment de plaider d'anciens griefs. Il a dit que Jake n'était pas le problème, que leurs difficultés d'entreprise étaient dues à des circonstances hors de leur contrôle, et que refuser mon aide blesserait des personnes innocentes qui dépendaient de leurs services. Aucun d'eux ne pouvait reconnaître le problème central. Ils me demandaient de les sauver tout en refusant de faire le même genre de sacrifice qu'ils avaient toujours attendu de moi. Au cours des semaines suivantes, ils ont essayé plusieurs approches pour me faire changer d'avis. Ils ont fait appeler d'autres membres de la famille pour expliquer à quel point j'étais déraisonnable, combien mes parents avaient sacrifié pour leurs 2 enfants, à quel point tout le monde était déçu de mon égoïsme. Ils ont envoyé des emails détaillant leurs difficultés financières et expliquant comment l'argent de la subvention pourrait les aider à reconstruire quelque chose qui profiterait à l'avenir de tous. Ils ont essayé la culpabilité, la manipulation, la colère et les supplications. La seule chose qu'ils n'ont jamais essayé, c'était de vraiment considérer mes conditions. Jake lui-même a fini par appeler, ce qui était la première fois qu'on se parlait depuis plus d'1 an. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère à propos de l'argent qu'il lui avait donné, mais que punir nos parents pour avoir essayé de l'aider n'allait rien résoudre. Il a dit qu'il n'aurait pas de problème s'ils réduisaient temporairement leur soutien, mais que faire de ça une condition pour les aider était cruel et inutile. Cette conversation a révélé quelque chose que je n'avais pas complètement compris avant. Jake ne saisissait vraiment pas à quel point nos parents lui avaient donné d'argent ou comment leur soutien envers lui m'avait affecté. Dans son esprit, il avait reçu une aide modeste pendant une période difficile, tandis que moi, j'avais réussi de manière indépendante grâce à mes propres efforts. Il voyait la crise actuelle de nos parents comme étant sans rapport avec les années où il l'avait soutenue, et mes conditions comme une punition arbitraire plutôt que des limites raisonnables. Il avait été tellement protégé des conséquences et tellement habitué au soutien financier qu'il ne pouvait pas reconnaître le lien entre les années où ils avaient subventionné son mode de vie et leur incapacité actuelle à investir dans la relance de leur entreprise. Il pensait que l'argent qu'ils lui avaient donné était séparé de l'argent dont ils avaient besoin pour reconstruire, que le soutenir n'avait rien à voir avec leur incapacité à soutenir leur propre avenir. La date limite pour la demande de subvention est passée sans soumission. L'entreprise de mes parents a fermé 6 semaines plus tard. Ils ont été contraints de vendre leur équipement restant pour payer leurs dettes et de déclarer faillite pour se libérer des obligations qu'ils ne pouvaient pas honorer. La santé de mon père a continué à se détériorer sous le stress, nécessitant des traitements coûteux qu'il ne pouvait pas se permettre. Ma mère a pris un emploi de comptable dans une autre entreprise, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait comme propriétaire d'entreprise et recommençant professionnellement à 62 ans. Jake a finalement été contraint de retourner vivre chez eux quand il ne pouvait plus se permettre de payer son loyer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il a dû faire face à la réalité de subvenir à ses besoins sans subvention familiale. Il a d'abord eu du mal à trouver un emploi qui veuille l'embaucher, étant donné son historique de travail irrégulier et son absence complète de référence professionnelle.
Quand il a finalement trouvé du travail dans un centre d'appel, il a été choqué par les attentes de se présenter de manière régulière, d'atteindre les objectifs de performance et de traiter les superviseurs avec respect. L'adaptation a été difficile pour tous, mais elle a aussi été instructive. Mes parents ont commencé à voir à quel point Jake était mal préparé aux responsabilités de base d'un adulte, comment ses années de soutien confortable l'avaient empêché de développer des compétences essentielles à la vie. Ils l'ont regardé se débattre avec des tâches comme gérer un budget, organiser son temps et gérer les conflits au travail, réalisant que leur protection l'avait en fait handicapé plutôt que de l'aider à grandir. Pour la première fois, ils ont dû confronter la possibilité que leur soutien financier avait été permissif plutôt que nourrissant, que leur traitement différent de leurs enfants avait été basé sur des suppositions plutôt que sur de vrais besoins. Pendant ce temps, ma propre vie continuait à prospérer. J'ai obtenu la promotion pour laquelle je travaillais, qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire à 95 000 $ et de responsabilités managériales que j'appréciais vraiment. J'ai acheté une maison plus grande avec un bureau à domicile où je pouvais consulter des clients de petites entreprises pendant mon temps libre, générant des revenus supplémentaires tout en développant une expertise qui me rendait encore plus précieuse dans mon rôle principal. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat avec une organisation à but non lucratif qui offrait du mentorat d'affaires aux femmes entrepreneurs, un travail qui était personnellement épanouissant et professionnellement bénéfique. Grâce à ce travail bénévole, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient réussi et surmonté des dysfonctionnements familiaux et des défis d'enfance, des personnes qui comprenaient les émotions complexes impliquées dans l'établissement de limites avec des membres de la famille qui avaient constamment sous-estimé votre valeur. Ces relations m'ont appris que mon expérience n'était pas unique, que beaucoup de personnes qui réussissaient avaient des familles qui tenaient leur réalisation pour acquise, tout en exigeant un soutien constant pour des frères et sœurs moins accomplis. Elles m'ont aidé à comprendre qu'aimer sa famille ne signifie pas accepter une exploitation illimitée, qu'établir des limites est sain plutôt qu'égoïste. 2 ans après la fermeture de l'entreprise de mes parents, ma mère m'a contactée pour une conversation très différente. Elle m'a dit qu'elle suivait des séances de conseil pour l'aider à traiter le stress de leur effondrement financier et son adaptation à travailler pour quelqu'un d'autre plutôt que de diriger sa propre entreprise. À travers ces séances, elle avait commencé à examiner les dynamiques familiales qui avaient contribué à leur crise, y compris leur soutien financier à long terme de Jake et leurs suppositions sur ce que chacun de leurs enfants avait besoin d'eux. Elle a dit qu'elle commençait à comprendre comment leur traitement de Jake et moi avait été basé sur des attentes de genre inconscientes et des suppositions d'ordre de naissance plutôt que sur nos besoins ou capacités réelles. Elle a reconnu qu'ils avaient donné de l'argent à Jake parce qu'ils s'inquiétaient pour lui tout en s'attendant à ce que je gère les difficultés par moi-même, non pas parce que ses besoins étaient plus importants, mais parce qu'ils avaient des idées différentes sur ce dont leurs enfants avaient besoin de leur part. Plus important encore, elle a dit qu'elle commençait à voir comment leur échec à investir dans la reprise de leur entreprise, tout en continuant à soutenir le mode de vie de Jake, avait révélé des priorités qui n'étaient ni durables ni équitables. Elle a admis que me demander de donner bénévolement mon expertise tout en refusant de réduire son soutien avait été déraisonnable, qu'ils s'attendaient à ce que je fasse des sacrifices qu'ils n'étaient pas prêts à faire eux-mêmes. Cette conversation a été le début d'un processus lent et prudent de reconstruction de notre relation sur des bases plus honnêtes et équitables. Ma mère a commencé à reconnaître des instances spécifiques où ils avaient traité Jake et moi différemment, reconnaissant comment ces schémas nous avaient affectés négativement tous les deux. Elle a admis que leur inquiétude pour Jake les avait aveuglés aux difficultés que j'affrontais, que leur fierté de mon indépendance avait été une excuse pour ne pas fournir le soutien que je méritais. Elle a aussi commencé à tenir Jake responsable de ses choix d'une façon qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quand il se plaignait de son travail ou de sa situation de logement, elle lui rappelait qu'il avait 28 ans et qu'il était responsable de construire sa propre vie. Quand il suggérait qu'il pourrait l'aider à avoir son propre appartement à nouveau, elle expliquait que leur soutien précédent l'avait empêché de développer les compétences nécessaires et ne serait pas répété. La participation de mon père dans ce processus était plus lente et plus réticente. Il avait du mal à accepter que leurs décisions parentales avaient été basées sur des suppositions erronées, que leurs bonnes intentions avaient créé des dynamiques nuisibles. Il continuait à voir les difficultés de Jake comme une preuve qu'il avait besoin de plus de soutien, plutôt qu'une reconnaissance que le soutien précédent avait été contre-productif.
Cependant, alors que Jake développait graduellement plus d'indépendance et de responsabilité, mon père a commencé à voir que les attentes et les limites étaient plus utiles que le sauvetage et l'encouragement. Quand Jake a terminé avec succès 6 mois dans son emploi de centre d'appel et a été promu à un poste de chef d'équipe, mon père a finalement reconnu que la lutte avait été plus bénéfique que le confort. 3 ans après la fermeture de leur entreprise, mes parents avaient stabilisé leur situation financière et Jake avait développé de véritables compétences professionnelles et une éthique de travail. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite, mais ne faisaient plus face à la faillite, et Jake vivait de façon indépendante tout en se soutenant réellement lui-même. Ma relation avec eux avait évolué vers quelque chose de plus honnête et équilibré. Je n'étais plus le gestionnaire de crise familiale, censé résoudre leurs problèmes sans recevoir aucun soutien pour mes propres défis. Ils avaient commencé à reconnaître mon expertise et mes contributions sans les tenir pour acquises, reconnaissant que mon aide était un cadeau plutôt qu'une obligation. J'ai finalement fourni une assistance de conseil pour aider ma mère à exceller dans son nouveau travail, et j'ai aidé Jake à développer des compétences en planification financière qui lui ont permis d'économiser de l'argent et de se fixer des objectifs professionnels. Mais ces contributions étaient volontaires et appréciées plutôt qu'attendues et exploitées. L'expérience m'a appris que changer les dynamiques familiales nécessite un engagement soutenu envers de nouvelles limites, la volonté d'accepter un conflit temporaire au service de la santé à long terme et la reconnaissance que l'amour ne requiert pas un sacrifice illimité. Elle m'a aussi appris que ma valeur n'avait jamais dépendu de la reconnaissance de ma famille, que construire une vie basée sur mes propres valeurs et objectifs était plus satisfaisant que toute validation externe. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je gagne plus de 100 000 $ par an dans une carrière que j'adore. Je possède ma maison, j'ai des économies substantielles et je maintiens des relations avec des membres de la famille qui respectent mes limites et valorisent mes contributions. J'ai appris à distinguer entre l'interdépendance saine et l'exploitation, entre le soutien affectueux et l'encouragement du dysfonctionnement. Si vous regardez ceci parce que vous vous reconnaissez dans mon histoire, parce que vous êtes l'enfant responsable dans une famille qui tient vos sacrifices pour acquis tout en sauvant vos frères et sœurs de toutes les conséquences, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vos réalisations comptent, vos luttes sont valides et vos besoins ne sont pas optionnels. Établir des limites avec des membres de la famille qui se sont habitués à votre disponibilité illimitée est difficile et parfois douloureux, mais c'est aussi nécessaire pour votre propre bien-être et finalement plus sain pour tous ceux impliqués. Vous pouvez aimer votre famille tout en refusant d'accepter un traitement qui diminue votre valeur. Votre valeur n'est pas déterminée par combien vous pouvez sacrifier ou combien de problèmes vous pouvez résoudre pour d'autres personnes. Vous méritez des relations où vos contributions sont appréciées plutôt qu'attendues, où vos besoins sont considérés plutôt que rejetés, où votre succès est célébré plutôt que tenu pour acquis. Avez-vous vécu des dynamiques familiales similaires? Avez-vous lutté pour être l'enfant responsable tout en regardant vos frères et sœurs recevoir un soutien qui ne vous a jamais été offert? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires, et si cela vous a touché, pensez à vous abonner pour plus de contenu sur comment établir des limites saines et construire la vie que vous méritez. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et que choisir de vous valoriser n'est pas de l'égoïsme, c'est nécessaire.